résistivité, mais quelle résistivité? C'est la résistivité apparente. Je n'ai pas encore fait l'interprétation pour ressortir la résistivité réelle ou absolue. Donc, je veux étudier la variation de la résistivité dans un endroit donné en allant d'un point A jusqu'à la fin du profil, jusqu'à la fin de la ligne. Ça, c'est ce qu'on appelle une exploration horizontale du sous-sol. Il est connu sous le nom de traînée électrique. Traînée électrique ou alors profil de résistivité. Donc, en quoi consiste? C'est-à-dire que je vais fixer le quadripôle ABMN tel que, mais là il y a plusieurs variantes aussi, mais le dispositif le plus utilisé c'est le dispositif ce qu'on appelle Wheeler. Ah, le dispositif de Wheeler. Wheeler c'est un géophysicien allemand. Et donc en quoi il consiste son dispositif? C'est que la distance entre AM, MN, NB elle est constante. Elle est égale à petit a. Je l'ai fixée à petit a. Donc je la fixe, par exemple, je reviens ici sur le schéma oh, merde. Voilà, il est là. Donc là, c'est comme je vous ai dit la dernière fois, vous avez l'électrode A, vous avez l'électrode B, vous avez l'électrode M et vous avez l'électrode M. Est-ce que vous les voyez ou non? Moi, je les vois maintenant sur cette photo. OK? Et donc, je vais les fixer, cette distance, elle est la même. Ici, elle n'est pas la même. Donc, c'est ce que je vous montre, ce n'est pas la même. Et je vais donc prendre constante cette distance entre les électrodes et puis parcourir ce terrain de là où le monsieur est debout jusqu'à la limite là-bas au fond. Donc, je vais prendre une mesure, puis se déplacer d'un certain métrage, puis prendre une autre mesure, puis se déplacer d'un certain métrage, puis prendre une troisième mesure, et ainsi de suite. Donc, je vais faire ce schéma-là. Voilà, ce schéma-là. A, M, N, B, et je vais traîner. C'est pour cela le nom de traînée électrique. Je vais le traîner. Regardez. A, B, M, N, et je vais dans cette direction, avec la flèche. La même chose, je peux aller dans cette direction quand je peux aller dans cette direction. C'est ce qu'on appelle une traînée électrique. Donc, si je vais revenir sur la formule de base et voir qu'est-ce que je veux avoir comme formule réduite ou simplifiée de la résistivité apparente, je peux vous donner 2 minutes pour le faire. Hein. Je peux prendre cette formule, hein, cette formule-là, et vous demander de remplacer AM avec sa valeur. À quoi est égal AM pour le dispositif Wheeler? AM. Pour le dispositif Wheeler, à quoi est égal AM? Je vous écoute. Vous êtes toujours là avec moi? Est égal à petit a. Est égal à petit a. BM. À quoi est égal B? Aussi A. Petit a. Non, BM c'est 2A. BM c'est 2A. AN c'est aussi 2A. De A jusqu'à N, c'est A et A. C'est 2A. Et BN c'est petit a. C'est clair pour tout le monde. Donc, si je suis dans le dispositif Wheeler, AM est égal à A, AN est égal à 2A, BM est égal à 2A et BN est égal à A. Je remplace ici, dans ce facteur géométrique, je vais tomber sur cette formule. Je vais tomber sur cette formule. Moi, j'ai déjà calculé rho A, et donc ça va être 2pi delta V sur A. Je ne fais qu'une application numérique. Je remplace AM, AN, BM, BN par A, 2A, et je simplifie et je trouve ce résultat. Donc, je vous demande de faire cet exercice. Faites-le chez vous. Démontrez que avec le dispositif Wheeler, on obtient ρA est égal à 2pi
delta V sur I fois A. C'est une formule très simplifiée. Donc, je vous demande de le faire chez vous. OK? Mais je vous ai déjà dit comment ça, qu'est-ce qu'il faut remplacer. Vous revenez sur la formule, vous remplacez les AM, les AN, les AN, les BN, et vous allez tomber dans cette formule. Je vous laisse le soin de le faire vous-même. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va fixer cette géométrie et on va tirer, on va tracter, on va traîner, d'où le nom de traînée électrique, ce dispositif sans changer. Hein. Donc, je fixe ce dispositif, je prends la mesure. La mesure, elle n'est pas notée ici, vous pouvez la noter. La mesure, elle est affectée au centre du dispositif, c'est-à-dire ici, au milieu de MN. Donc, je prends la mesure, elle correspond à ce point-là. Puis, je me déplace. Par exemple, je me déplace de 5 mètres. Je prends une autre mesure, je me déplace de 5 mètres. Je prends une autre mesure, je me déplace de 5 mètres. Je prends une autre mesure jusqu'à couvrir tout le profil, qui peut être de 100 mètres, de 200 mètres, de 500 mètres, et donc faire un profil, ce qu'on appelle un profil de résistivité. Mais ce que je mesure, c'est la résistivité apparente, que je vais par la suite interpréter. Voilà. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Vous voyez que pour faire ce type de mesure sur le terrain, de combien de gens vous aurez besoin? Vous aurez besoin d'un ouvrier que vous allez mettre sur l'électrode A, un autre ouvrier sur l'électrode B, parce que chaque fois, il faut foncer il faut faire entrer l'électrode dans le sol et puis l'enlever quand on va se déplacer. Et il faut brancher le câble avec l'électrode. Et donc, vous aurez besoin d'un bonhomme en A, d'un autre bonhomme en B, d'un autre troisième en M et d'un quatrième en N. Donc, vous aurez besoin au moins de 4 ouvriers, plus vous qui opèrent. Donc, un profil de résistivité est obtenu par un dispositif de mesure de géométrie fixe. Donc, fixe parce que c'est A. Et donc, une profondeur si je vais fixer la géométrie du dispositif, c'est-à-dire que la profondeur d'investigation ne va pas varier. Si je suis dans le même milieu et avec la même géométrie, la profondeur d'investigation ne va pas varier. Donc, plus ou moins constante, hein, que l'on déplace latéralement d'une station à l'autre. Donc, l'espacement des mesures, il est fonction de ce que je veux. Hein. Si moi, je veux, par exemple, trouver des zones faillées ici, et je ne vais pas faire une mesure à 0 et puis sauter à 100. Je dois faire des mesures chaque 2 mètres pour passer par la faille. Et la zone de faille, elle va donner une réponse différente par rapport au reste. Donc, ça dépend de la précision souhaitée. Et voilà. Donc, généralement, avec le dispositif Wiener, on se déplace avec A. Mais ce n'est pas une règle. Ici, par exemple, on avait fixé le dispositif, je ne me rappelle plus, c'était en 2008, ça fait longtemps quand même. Je crois que c'était 20, puis on a travaillé avec plusieurs dispositifs, je crois 3. Mais je peux me déplacer chaque 10 mètres, chaque 20 mètres, ça, ce n'est pas une règle. Donc, le pas d'échantillonnage ou le pas de déplacement, c'est fonction de ce que vous voulez. Et de la précision, si vous avez du temps, si vous voulez faire beaucoup de précision dans votre cartographie, c'est sûr que vous allez se déplacer avec un petit pas. Regardez. Alors, on va essayer ensemble de commenter un exemple de profil de résistivité. Tout le monde suit? Vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Alors, j'ai un modèle de couche. Moi, je n'ai aucune idée sur ce modèle, mais je
Je le donne, c'est juste pour interpréter. Moi, je vais sur le terrain, faire les mesures et j'interprète. Et je compare à la géologie. Mais maintenant, supposons que j'ai un modèle qui est fait de 3 couches. Une couche de rho 1, une couche de rho 2 et une couche de rho 3. Quand j'ai utilisé, voilà la valeur de rho 1, quelle est la couche là? Comment elle est la rho 1? Elle est plus petite par rapport à rho 2. Mais rho 2, il est inférieur à rho 3, supérieur à rho 3. Donc rho 3, il est inférieur à rho 2. Donc 0,1 par exemple, il est de 10. Rho 3, il est de 30. Et rho 2, il est de 80, par exemple. Et en tout cas, rho 1, il est inférieur à rho 3, inférieur à rho 2. Parce que rho 1, il est ici. Rho 3, il est ici. Et rho 2, il est ici. Voilà les couches, comment ils se disposent. Mais moi, je ne connaissais pas cette disposition de couches. C'est ce que je cherche à déterminer. Mais quand j'ai fait un lever, j'ai fait un lever avec AB petit. Hein, c'est-à-dire une ligne d'émission petite. D'accord? Voilà ce que j'ai obtenu sur le bleu. Sur le bleu. Sur le bleu. Voilà ce que j'ai obtenu. Regarde, qu'est-ce qu'elle dessine? Alors, quand j'ai fait un lever avec AB petit, j'ai obtenu la courbe en bleu. Mais quand je fais dans le même zone, sur le même profil, quand j'ai fait le lever avec un AB grand, est-ce que j'ai trouvé la même chose? Je n'ai pas trouvé la même chose. J'ai trouvé la courbe en rouge qui est très différente de la courbe en bleu. Donc vous voyez que je suis dans la même zone, dans le même modèle géologique, mais les résultats, ils dépendent de la dimension, de la grandeur de la ligne d'émission. Donc juste pour vous dire que, attention, la géométrie du dispositif, il détermine la résistivité que vous allez trouver. Hein? Parce que les courbes, ça c'est des courbes de résistivité apparente. Hein? Et qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que quand j'ai fait le lever avec AB petit, je n'ai pas atteint la 3e couche. C'est uniquement, c'est essentiellement la première couche qui a été cartographiée. Regardez, c'est à peu près l'allure de cette interface. Regardez, ça descend, ça descend. Ça passe horizontalement, ça passe horizontalement. Ça remonte, ça remonte. Donc c'est essentiellement la première couche qui a été investiguée. Un tout petit, j'ai touché ici la 2e couche qui a une résistivité élevée. C'est pour cela ça a augmenté ici. Donc un tout petit peu. J'ai touché la 2e couche qui a une résistivité élevée. Vous êtes d'accord ou non? Silence. Donc, si on alors, je termine et je vous laisse faire le commentaire. Alors que quand j'ai fait le même profil ici, en surface, mais avec AP grand, regardez, ici ça passe, c'est constant, il n'y a rien qui change parce qu'effectivement, si j'avais intégré ici ces 3 couches, il n'y a rien qui change. C'est presque... Et puis quand j'arrive ici, je trouve que cette couche qui est très résistante, de résistivité très élevée, il a une épaisseur très élevée ici. Parce que c'est un chenal ou c'est une fosse. Une épaisseur très... Regardez, ça a donné une augmentation de la résistivité. Parce que il y a un grand effet de cette épaisseur. Qu'on le voit ici. Et donc, cette ligne d'émission à B grand, il me permet d'investiguer au moins 1 et 2, la totalité de 2. Regardez, c'est à peu près l'inverse. C'est à peu près l'inverse de ça. L'inverse. Pourquoi? Parce que c'est résistant. Donc, ça va donner quelque chose d'inverse, comme ça. Voilà. OK. Donc, vous voyez que la résistivité a augmenté ici parce qu'il y a l'effet de cette couche très épaisse d'une résistivité très élevée. C'est pour cela que la résistivité a été augmentée, ici. Et puis, par la suite, presque rien ne change. Regardez,
si je vais investiguer tout ça, il n'y a rien qui change, rien qui change. Mais quand j'arrive ici, ça change. C'est essentiellement la couche 1 et 2. Et 2, il est une grande épaisseur, donc ça va donner ça. Alors qu'ici, quand j'ai investigué avec la petite ligne d'émission AB, ici, je n'ai pas atteint ça. Parce que si je l'avais atteint, j'aurais dû avoir quelque chose comme ça. Vous voyez que l'interprétation, il faut être plus ou moins ouvert, intelligent avec la lecture des résultats. Bien sûr, ça vient avec l'expérience. Je ne vous demande pas d'aller directement sur les bonnes conclusions, mais au moins esquisser la compréhension des choses. Donc, vous voyez que quand j'ai investigué avec une ligne AB, j'ai cette anomalie positive. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet de cette couche très résistante et d'une grande épaisseur que je n'avais pas ici, que je n'avais pas dans les résultats de l'investigation avec AB petit. Je ne l'avais pas atteint. Si je l'avais atteint, j'aurais dû avoir un truc qui fait comme ça. Et puis peut-être comme ça. Est-ce que c'est clair ou non? Donc cela montre que la dimension AB a un rôle sur la profondeur d'investigation. Quand AB est petit, la profondeur d'investigation était uniquement la première couche, à peu près comme ça, à peu près à cette limite, à peu près ici. J'ai touché un petit peu ici parce que ça explique cette augmentation, mais ici, je n'ai pas senti l'effet de cette épaisseur. Je ne l'ai pas senti, vraiment, je ne l'ai pas senti. Alors quand AB est grand, regardez, c'est une belle anomalie positive, résistante. Pourquoi? Parce qu'il est expliqué par cette épaisseur très élevée de cette couche très résistante ρ2. Et donc, la profondeur d'investigation, elle dépend de la dimension de AB, mais elle dépend aussi de la nature, des couches. Si vous avez des couches très conductrices, généralement, vous avez une faible profondeur d'investigation. Si vous avez des couches plus ou moins résistantes, vous pouvez gagner en profondeur. Et donc, c'est clair. Donc, la première vision d'exploration du sous-sol ou d'étude des résistivités du sous-sol, on peut le faire dans le sens horizontal, c'est ce qu'on appelle les traînées électriques. Hein? Et le dispositif le plus utilisé, c'est celui de Wiener, c'est-à-dire que je fixe la dimension entre les électrodes constantes et je me déplace avec un pas d'échantillonnage que je choisis moi-même, que je fixe moi-même. Et je parcours le profil de A depuis le départ jusqu'à la fin. Par exemple, dans la région de Mosoudia où on a fait le lever, c'était des levées de... C'était pas beaucoup, je crois, c'était 100, 104, 200 mètres, quelque chose comme ça, par profil. Et donc, je peux faire un profil comme ça, à côté, un profil comme ça, à côté, et faire toute une multitude de profils. Ça, c'est une grille. C'est une grille de mesure que j'avais fait justement moi-même dans la région de Khribga pour le compte de l'ECP. Hein? Et vous voyez que si j'ai un profil, un autre profil, un autre profil, un autre profil, je peux établir une... Je peux établir quoi? Je peux établir une carte. Là, je vais essayer de voir cette photo. Oui. Non, c'est ici, c'est pas ici, c'est pas ici. Voilà. Non, je vais essayer de chercher la photo où on a fait ce travail. C'était pas ça. Non, c'est pas ça. Où est-il la photo? Non, c'est pas ça. Je vais la sortir dans l'autre fichier. Attendez, j'imagine qu'il est ici dans l'autre fichier. Utile cette photo.
Voilà, c'est ici. Vous la voyez, la photo? Non, pas encore, monsieur. Comment ça passe encore? Oui, mais maintenant, c'est bon? Ça a mis de temps parce que c'est un peu un fichier volumineux, c'est pour ça que je l'évite. Donc, vous voyez que là, on est dans les gisements de Sidi Chinan à Khoribga. On est en train de faire de l'exploration. Je vais peut-être parler par la suite sur la problématique. Mais là, la grille que je vous ai montrée, c'est ici, c'est ce terrain. Donc, on a fait des profils. Vous voyez les bonhommes? Ces bonhommes, c'est bien nous, hein, c'est bien moi, avec d'ailleurs des étudiants de la FST que chaque année je mets en stage avec l'OCP. Et là, c'était en 2000, si je ne me trompe pas, c'était en 2009 ou quelque chose comme ça. Ça fait longtemps. Et là, donc, on est en train de faire des levées pour le compte de l'OCP, justement pour étudier un problème qui pose énormément de problèmes pour les ingénieurs de l'OCP. Vous voyez, ça, c'est les chantiers de phosphate. Et vous voyez la série phosphatée, c'est ce que vous avez ici. Hein. Et quand vous passez latéralement, est-ce que vous voyez ce changement? Vous le voyez, ce changement? Oui, monsieur, oui. Vous voyez qu'il n'y a plus de stratification, il n'y a plus de couches, tout est mélangé. Je passe de nouveau à une série phosphatée normale, puis je tombe dans une zone où tout est chaotique, tout est mélangé. La même chose si je passe de ce côté. Et vous voyez, ça, c'est ce que les ingénieurs de l'OCP appellent dérangement. Donc, vous pouvez mettre le mot dérangement sur Google, vous allez pouvoir avoir plusieurs publications que j'ai fait sur ce sujet-là. Vous allez avoir des articles, bien sûr, il faut les télécharger, il faut payer, mais s'il y en a des gens qui seraient intéressés, je peux leur donner des copies. Mais vous pouvez déjà regarder le résumé, certaines figures sur Google. Et donc, le problème ici, c'est que ces zones que les ingénieurs appellent des dérangements, pourquoi des dérangements? Parce que ça les dérange. Hein, parce que justement, ça les dérange. Voilà. De plus près, vous avez la série les couches de phosphate, ce sont ces couches-là. Ce sont ces couches. Vous voyez que la couche, il passe, top, elle disparaît. Ah, ce sont des zones où toutes les couches formant la série phosphatée, ça c'est juste une partie de la série phosphatée, sont mélangées pour donner lieu à des corps qui sont considérés comme des corps stériles, mais qui sont très compacts, très résistants, très durs. Alors, ils dérangent à deux niveaux. À deux niveaux, pourquoi? Parce que si je veux calculer, si je veux passer à l'exploitation de ce gisement, de ce qu'on appelle ce panneau, je dois déterminer les réserves pour faire l'étude de faisabilité. Hein. Donc, pour faire une étude de faisabilité, il faut disposer de deux paramètres essentiels, c'est-à-dire combien j'ai de tonnes et à quelle teneur. Donc, pour pouvoir dire combien j'ai de tonnes, il faut multiplier la surface fois la hauteur des couches, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a des zones où il n'y a pas de phosphate. Et ces zones-là, est-ce qu'on peut les cartographier à partir de la surface? Tout est masqué. Donc on ne peut pas avoir recours à une cartographie géologique classique. Hein, tout est masqué par des couverts végétales et de recouvrement quaternaire. Et parfois, ces dérangements, ils peuvent représenter par endroit, jusqu'à un tiers du volume total du panneau d'exploitation. Et donc, il faut les déterminer, il faut les localiser avant même de démarrer l'exploitation dans un gisement. Ça, d'une part, ça c'est le premier type de problème, c'est le calcul des réserves. Deuxième problème, c'est que quand on passe à l'exploitation, généralement l'exploitation, donc je crois que je vais switcher sur l'autre fichier, je crois que c'est un peu fermé.
quand on passe à l'exploitation, non. Quand on passe à l'exploitation des gisements de phosphate, généralement, donc, ils pratiquent l'exploitation par des tranchées à ciel ouvert. En arrivant à une zone où vous avez un dérangement, il faut s'arrêter et mettre à part et dégager, décaper cette zone qui est considérée non phosphatée, stérile. Et ça, c'est une perte de temps. Hein, c'est une perte de temps. Si je savais où il se situe ce dérangement, cette zone, ce corps stérile, j'aurais dû planifier la tranchée en essayant de le contourner, hein, de le laisser sur place et de le contourner par une tranchée en verrage, même si c'est difficile de le faire, mais je peux le faire. S'il y a une zone qui est très dérangée et qu'il y a peu de phosphate à récupérer, je peux décider de ne pas la prendre et orienter la tranchée dans une autre direction. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas une idée sur la localisation spatiale de ces dérangements, et donc c'est un problème. C'est pour cela que les ingénieurs appellent ça problème de dérangement. Donc nous avons fait à côté, regardez ici, si je schématise, ici c'est la tranchée d'exploitation, et là on est juste à côté de la tranchée d'exploitation. Comme ça, quand on aura les résultats de cette étude, de ces mesures, de ces profils de résistivité qui vont me permettre d'établir la carte de résistivité, il sera facile de contrôler est-ce que ces résultats sont vrais ou l'interprétation n'est pas correcte. Parce qu'on est juste à côté de la tranchée et dans 6 mois, par exemple, toute cette zone sera prise par l'exploitation. Donc, on va vérifier est-ce que l'interprétation qu'on a donnée, nous, à nos résultats, elle est cohérente, elle est solide, ou alors on dit du n'importe quoi. Et voilà, donc nous avons fait ces mesures. Je les avais fait dans le cadre de convention avec l'OCP, avec des stages de fin d'année pour les licences, les masters, mais aussi même stages de DES de l'université de Sorbonne. J'avais l'équipe de Paris 6 avec moi et également sur cette étude. C'était en 2007, 2008, 2009. On a travaillé plusieurs années sur ça. Voilà un exemple de document que nous avons. D'ailleurs, c'est la même grille. Hein. Regardez cette partie et cette partie-là. C'est cette partie-là. Hein. C'est cette partie-là. Donc, c'est la même grille. Regardez qu'est-ce qu'on a obtenu. Hein? C'est une carte de résistivité apparente, bien sûr. Toujours, on est dans la résistivité apparente. Mais regardez, qu'est-ce qu'elle montre, cette carte? Qu'est-ce qu'elle montre? Je vous écoute. Ouvrez vos micros. Des anomalies. Elle montre, très bien, elle montre des anomalies. Donc, des anomalies, comment elles sont ces anomalies? Résistives ou conductrices? Donc, il montre plutôt des anomalies résistives. Donc, vous avez l'anomalie combien? Un 2, un 3, un 4. 4 belles anomalies au moins dans cette zone. 4 belles anomalies résistives, bien sûr. Hein, d'une résistivité au-delà de 101 mètres, alors que le reste de la zone, le reste de la grille, c'est plutôt du couleur vert et bleu. Bleu, c'est-à-dire conductrice. Mais conductrice, ici, on ne cherche pas des corps conducteurs. Pourquoi conductrice? C'est parce que ici, la série phosphatée, elle est un peu humide, mouillée, il y a de l'eau. Ça a donné ça. Ici, la série phosphatée, elle n'est pas humide, c'est une teneur en eau beaucoup plus faible. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans ce résultat, ce sont les anomalies résistives, parce que les corps sont résistants, sont plus durs. Et donc, on les a interprétés comme étant attribués à ces corps, à ces corps merde. J'aurais dû laisser l'autre diapo. Et donc, ces anomalies qu'on a sur cette carte correspondent à ces dérangements que je vous ai montrés sur l'autre photo. Mais ça, c'est une autre interprétation. Il faut vérifier.
bah, les gens de l'OCP ont amené des machines, des sondeuses, et on a foré ici. On a foré dans chaque anomalie. On a foré et on a chaque fois, dans chaque anomalie, trouvé, parce qu'ils ont de l'expérience. Hein. Quand vous allez forer avec un sondage, le sondeur, il a l'expérience. En comparant juste les chitines, c'est-à-dire les débris qui sortent, en les voyant juste macroscopiquement, il peut vous dire si c'est une zone dérangée ou si c'est une zone phosphatée. Et donc, il s'est avéré qu'à la plante de chaque anomalie, il y a un dérangement. Mais ceci a été encore une deuxième fois confirmé, comme l'exploitation qui est juste à côté, à quelques mètres, a avancé et il a pris tout ça. Tout ça a été exploité maintenant. 6 mois après ou une année après, tout ça a été déjà pris par l'exploitation du phosphate. Et toutes ces anomalies se sont révélées correspondantes à des zones dérangées. Et donc, on a bien démontré et montré la capacité de cette méthode de traînée électrique ou de profil de résistivité que nous avons mis en place et fixé à Sidi Chinel, dans la région d'Okhridga, qui est efficace pour apporter des éléments de réponse ou des éléments de solution à cette problématique causée par les dérangements. Et moi, je travaille avec l'OCP, pas uniquement sur ces sujets, sur plein de sujets. Je suis toujours avec. Et c'est pour ça que je vous ai dit, chaque année, j'ai mis parfois 3, 4 sujets de fin d'études sur l'OCP, mais ces dernières années, je commence à me fatiguer. Donc, j'ai un peu réduit ce dynamisme. OK. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que oui, monsieur. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que qu'il est l'heure? Je préfère m'arrêter. 17h, déjà, on a dépassé la séance. Donc, je préfère m'arrêter. J'étais obligé de faire avancer cette séance parce que le lundi, vous aurez un TP sur ça, sur un exemple d'étude. Donc, je vous donnerai justement les résultats de ce travail. Hein, les résultats parce que j'ai toujours les mesures, les données brutes de cette étude que j'avais fait pour le compte en particulier dans le cadre de la recherche de l'eau dans la région de Zodia, à côté de l'usine de cimenterie. Je vous donnerai les données et je vous demanderai de faire la représentation des données et l'interprétation des données. C'est ça le TP. Donc, c'est une étude de cas pratique. Donc, j'imagine qu'avec... Je termine et ravi de vous écouter. Donc, j'imagine que vous avez déjà, avec mon collègue, j'ai fait déjà installer Surfer sur vos PC, parce qu'on peut utiliser Surfer pour établir les cartes. Et bien sûr, sur Excel, vous pouvez faire la représentation d'un profil. Donc, sur un profil, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser Excel pour établir un profil. Et vous avez donc tous Surfer sur vos PC. Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc, je vous donnerai un fichier Excel. Vous allez le télécharger par Surfer ou alors saisir les données sur un worksheet, comme vous voulez, hein, le worksheet de Surfer. Et vous allez faire le grading. Le grading pour établir le fichier GRD. Et le GRD, vous allez faire le map layout, et puis vous allez sortir une carte comme ça. Ça, c'est une carte que j'ai mis par Surfer. Et donc, une carte comme ça que vous allez interpréter. Je vous donnerai les données a priori, c'est-à-dire un petit peu la carte géologique de la zone, etc. On en discutera le jour du TP.
Voilà, donc c'est ce que vous allez faire dans le TP. Maintenant, je vous écoute, mademoiselle.